Bonsoir à tous et bienvenue au Café Presse Politique. Il est 18h10, on est un peu en retard parce que Qadi Hassan parle un peu longuement au téléphone. Mais pourquoi, si vous voulez savoir? Est-ce que c'est ton image de la semaine? Je peux dire pourquoi. On est en train de recevoir de très mauvaises nouvelles de Constantine. Notre collègue Sarbakan, la radio web de Sarbakan, notre collègue Abdelkrim Zrilech, éditeur de cette radio web, qui a été arrêté il y a 48 heures, a subi dans les locaux de cette radio une perquisition de la police judiciaire qui a enlevé tout le matériel de Sarbakan. C'est extrêmement préoccupant et on a eu un appel de sa famille pour nous prévenir. Merci Hassan. Voilà, donc avec nous pour ce café presse politique, Akram Khraïef, bonsoir. Saïd Jafar, bonsoir. Bonsoir. Hassan Mouali, bonsoir. Bonsoir Dera. Ça a jeté un froid. Oui, ça a jeté un froid, tu nous as un peu glacé, Hassan. Du coup, on n'a plus de technicien derrière la vitre. Là, la technicienne s'est sauvée. Tu nous as fait un peu peur, Hassan, mais bon, on va parler un peu avant de parler de l'actualité algéro-algérienne et algéro-marocaine dans la deuxième partie, je vais vous demander qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Hassan Mouali? Comme tout le monde, l'image du président à l'Alia, cimetière l'Alia. Jeudi dernier, oui. Oui, et puis il y a eu, enfin c'est pas une image, mais c'était une polémique, football plutôt, avec le président de la JSK qui a attaqué pratiquement tout le monde, et finalement il a eu gain de cause, le match a été reporté. Voilà, ça nous donne un petit peu l'image de... On a un nouveau Machef Hennachi qui n'a pas encore le palmarès de Machef Hennachi. Exactement, mais voilà, l'image était pitoyable, voilà. Mais Hassan, ton image de la semaine? La combativité. Voilà, je veux quand même rendre hommage à la combativité d'un éditeur, c'est pas n'importe qui, c'est Al-Sqi Ait Larbi, ancien compagnon de prison. On a passé 8 mois dans la même géole en 1981, qui est resté très très combatif, qui a fait beaucoup de prison après pour la Ligue des droits de l'homme. C'est un battant. On est venu au stand de Koukou pour essayer de lui retirer 2 livres, dont celui-là. Hela Wardi, les derniers jours de Mohammed. Enquête sur la mort mystérieuse du prophète. Et 5 personnes en costard se sont présentées en se disant des émissaires du ministère de la Culture, commission de lecture. Et ils n'avaient pas de mandat judiciaire. Il a rappelé la Constitution, il a rappelé qu'il fallait un mandat judiciaire pour pouvoir saisir des livres, et il les a renvoyés. Et le deuxième livre, c'était le livre... C'était le livre de son frère Mokhran Ait Larbi, Démoctatoria. Saïd Jafar, ton image de la semaine? En fait, pas une image, c'est une lecture. Hein. C'est l'interview de Abdelaziz Khiyari à Al-Khabar, où par une manière de réfléchir assez absurde, on justifie que la loi ne soit pas appliquée parce que les Algériens ne seraient pas éligibles au régime du droit. On est encore trop jeune pour pouvoir bénéficier du droit. Oui, il a justifié. Il a dit, l'Algérie, c'est comme quelqu'un qui construit une maison, hein. Et quand il trouve un mur qui est déformé, il le casse, il peut le faire comme ça. Le régime peut faire comme ça avec la loi. Quand les lois ne l'arrangent pas, il peut les casser et passer outre et pas. Donc c'est une justification de fait de ne pas respecter la loi. Voilà. C'est une honte, ceci dit, hein. Voilà. Akram? Bon, déjà le symbole, le 1er novembre, c'est quand même une date importante. Cette année, on a eu l'impression que c'était un petit peu compliqué. L'ambiance n'était pas très très bonne. Il y a eu certes des festivités, mais dans une atmosphère qui était très maussade. Alors justement... Justement, Mossad, c'est ça? Mossad... Avec un O, ça. Mais il y en a qui... Non, c'est une entame... C'est une entame mi-figue, mi-raisin, mais bon... le 1er novembre, c'est aussi le sujet de la première partie du CPP, les images en fait du président de la République, les images filmées par la télévision nationale jeudi dernier, le 1er novembre 2018, au cimetière de la Alia, où le président Abdelaziz Bouteflika a été déplacé en chaise roulante, ceinture de sécurité attachée, pour honorer la mémoire des Chouhada et de la Révolution. Ces images largement diffusées ont été qualifiées par le journaliste et écrivain Mustapha Benfoudil de suicide visuel dans un article de l'Ouatan. Dans son éditorial, choqué, Benfoudil écrit «
comme cela a dû être pénible pour lui, cette sortie officielle forcée juste pour faire croire qu'il conserve encore toutes ses forces, toutes ses chances de rempiler. Mais la vérité est là, nue, crue, cruelle. Comme ces images, on voit bien qu'il est au bout du rouleau. Et il nous vient à l'esprit le mot acharnement, celui de son entourage ou de ses démons qui lui infligent, et à nous aussi, pareil, mascarade. Je ferme les guillemets de l'article de Mustapha Benfoudil. Alors la première question qui me vient à l'esprit après ces images, pour vous, pourquoi est-ce qu'on montre le président dans un tel état de dégradation, de dénuement physique, Akram? Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est une date importante dans l'agenda politique. Elle est incontournable. Elle ne nécessite pas de prise de parole. Elle ne nécessite que la présence physique du président. Et donc, même si c'est contre-productif, c'est assez choquant. En cas d'absence, c'est un passage obligé, pratiquement. Voilà, en cas d'absence, ça susciterait des discussions aussi. Donc, ils sont entre deux écueils et ils choisissent, à mon avis, pas le meilleur, c'est plutôt le pire. Le moins douloureux, c'est ça. Ouais. Et alors, est-ce que ces images, est-ce qu'il vous a paru dans un état plus physiquement, plus en forme. Plus en forme. Enfin. Hassan Mouali, c'est-à-dire, est-ce qu'il vous a, parce que la dernière fois qu'on l'avait vu dehors, en public, c'était, il me semble, à Ketchawa, n'est-ce pas? C'était en avril. Il a tenu un conseil des ministres. Un conseil des ministres. En août. D'accord. Alors, est-ce que comparativement, il vous a semblé dans quel, est-ce qu'il était mieux ou moins bien? Moi, personnellement, j'étais choqué. Par rapport à ce que on nous montrait avant, au 1er novembre à l'Alia, le président était était pratiquement immobile, le regard absent. Il m'a semblé qu'il y a eu même des ceintures, on a attaché ses mains ou le bassin. Ses mains n'étaient pas attachées, ses mains, elles étaient, d'ailleurs, ils lui ont mis je sais pas s'ils lui ont mis. Au niveau mais... des coudes, j'ai vu une image sur Facebook passer à la télévision, ils ont mis un truc en rouge comme ça, pour suggérer qu'il y aurait des sangles, des sangles pour pas qu'il bouge ses mains ou qu'elle tombe. Mais c'est vrai que l'image était parlante. Le président n'est pas en forme du tout. Surtout le regard, quand on le voit comme ça, ça donne une image pitoyable du pays. Pour lui, d'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ce qu'a écrit Mustapha Benfoudil. Il a résumé absolument la situation. C'est cruel. Ce qu'on lui inflige à lui d'abord, c'est quelqu'un qui est âgé quand même, 80 ans, et puis ce qu'on inflige au pays, l'image du pays qui est ternie, parce que malheureusement, ce sujet-là fait les chaugrats des médias occidentaux, sur tous les plateaux de télévision, notamment françaises, on ne parle que de ça. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un tel. On peut noter qu'en termes de choix, son entourage a fait un choix inverse 3 jours après, avec la visite du président du Conseil des ministres italien. Bon, sur le plan du protocole, il peut ne pas le recevoir parce qu'il n'est pas chef d'État, sur le plan du protocole. Mais on peut noter qu'il a quand même reçu Angela Merkel, qui remplit, qui est au même grade. Elle n'est pas chef d'État. Moins important. Elle est chancelière. Voilà, elle est chancelière. Et donc le chemin vers Zeralda était pavé, enfin je peux en témoigner parce que c'est ma route tous les matins, avec le drapeau italien, et on sait maintenant que M. Conte, le Premier ministre italien, n'a pas fait de déplacement, n'a pas été reçu. Donc je pense qu'on est dans la continuité des images choquantes du 1er novembre, et que donc on a voulu éviter un remake de ce type de situation. Donc quand on choisit les figures les figures imposées, où il n'y a pas à parler. Voilà, le 1er novembre on était une. Et je pense aussi qu'on est en train de préserver le président pour son agenda proche, qui est l'inauguration de la grande salle de la grande mosquée et de l'aéroport international. Donc ça c'est 2019, c'est déjà plus éviter les sorties, c'est ça, préserver oui, minimiser ou limiter. Ça arrive, toi tu trouves qu'il a empiré physiquement, ou est-ce qu'on a les moyens vraiment de le savoir, parce que ce qu'on a, ce sont seulement des images de la télévision. Moi j'ai l'impression
qu'on n'a pas vraiment le moyen de savoir s'il a empiré ou pas. S'il était bien, l'image de la télévision aurait été plus proche. C'est-à-dire que ça suggère l'image ils ont fait les meilleures images possibles et beaucoup ont été choqués de ce qu'ils ont vu. Hein. Donc s'ils avaient filmé, si tu avais une UNTV qui filmait normalement, les choses auraient été peut-être beaucoup plus lourdes à supporter. Mais en fait, ce que l'image montre, en fait, c'est vraiment la question de la faisabilité du 5e mandat ou non. Hein. Et ça montre un état physique du président qui n'est pas des meilleurs, et ça explique un peu peut-être tout ce qui se passe un peu dans le sérail, entre les hésitations, les coups de jarnac, c'est assez incompréhensible que Louha Takou Yahya, etc. Tout ça est en fait lié à cette situation du président lui-même. Est-ce que il va être candidat ou non? Est-ce qu'il pourra-t-il être candidat? Parce que le fait qu'il le veuille, c'est clair, il le veut. Sa famille le veut. Est-ce qu'il le pourra? C'est ça la question. Je pense que l'option du 5e mandat, du moins, selon moi, l'image, on a été quand même obligé de l'emmener à l'Alia, alors qu'il était dans un état quand même pitoyable. Le fait qu'on l'ait déplacé là-bas, c'est pour peut-être couper court aux spéculations sur parce que ces derniers temps, tout le monde a entendu dire que l'option du 5e mandat est plus ou moins remise en cause. Et puis cette semaine, on a eu quand même un événement important, un ministre de la Justice qui attaque son Premier ministre. C'est inédit pratiquement. Taïb Loh, à partir d'Oran. Et c'était pas un rendez-vous ministériel, on va dire. Il était dans un meeting de la société civile. Et il a taillé Ahmed Yahya. Pourquoi il taille Ahmed Yahya? Il lui rappelle l'histoire des cadres emprisonnés en 1996-97. Il lui rappelle récemment la loi de finances que le projet de Ahmed Yahya était porteur de taxes sur des documents biométriques et qui a enlevé ces taxes? C'est le président de la République. Donc, première lecture, est-ce que c'est Loh voulait dire à Ahmed Yahya, il veut être candidat, il faut lui couper les ailes dès maintenant. C'est quand même assez bizarre qu'un ministre attaque un Premier ministre ils sont censés faire cause commune. Et là, ça pose problème. Donc, je pense que tout ça concourt vers une finalité, à savoir que ils ont du mal à vendre l'option du 5e mandat à cause, bien sûr, de l'état de santé dégradé du président Bouteflika. Et donc, ils sont en train de, maintenant, même au niveau interne, ils ont du mal à taire leurs différences. Il y a des clans, il y a voilà. Hassan, on est vraiment dans la spéculation. Mais oui, bien sûr. On peut supposer que l'attaque contre Ouyahia, provient de la parano qui existe chez le cercle présidentiel, à l'idée que on leur ferait un coup d'État électoral entre guillemets. Donc, on veut probablement débarquer Ouyahia, mettre Louha à la place pour contrôler totalement. C'est-à-dire, on est dans une sorte de parano totale, alors qu'Ouyahia, je doute fort qu'il essaierait de faire quelque chose lors des élections. C'est pas lui tout seul. Quand on parle de Ben Ali était Premier ministre quand il a fait le coup d'État. C'est l'anniversaire du coup d'État. Le 7 novembre. Ouyahia ne jouera pas le lièvre en cas d'élection, incluant un 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Il va soutenir. Ça, c'est clair. Il soutiendra et ne s'opposera pas à Bouteflika. C'est clair. Comment tu le sais, toi? Comment tu sais, Karam, qu'il ne jouera pas? On le sait parce qu'il l'a dit déjà. Il l'a déjà dit. Il l'a affirmé. Il a dit que tant que Abdelaziz Bouteflika se présenterait, il ne se présentera pas contre lui. Donc il l'a dit, il l'a affirmé à maintes reprises. Et on voit son attitude... ça implique qu'il ne veut pas entrer en confrontation, mais qu'il est en train de manœuvrer. En fait, à la limite, je me demande, c'est peut-être ça qu'on lui reproche, parce qu'aujourd'hui, ils sont en panne de lièvre. Hein. Ben Felice ne veut pas jouer la partie, il l'a dit. Saadi ne veut pas. Ils sont en panne de lièvre. Et le bon lièvre serait dans leur tête Ouyahia, puisque on lui impute tout le sale boulot du monde. Et d'ailleurs, ça a commencé depuis longtemps. Hein. Il fait des mesures. On a parlé du Wagmerstre qui ne fonctionne pas entre le palais du gouvernement et la présidence. En fait, on l'institue petit à petit comme le méchant, et peut-être
on lui reproche en réalité de ne pas avoir accepté d'être le lièvre. On peut se poser la question. Conséquence, on a une sédimentation. En ce moment, il n'y a pas de lièvre. Si, c'est Abdelaziz Bouteflika. C'est le 5e mandat qui fait fonction de lièvre pendant tout ce temps. Il est parti de très loin, on ne parle que de lui, il n'y a pas d'autres candidats. Est-ce que vous considérez Abdelaziz Bled comme un candidat pour le moment? Il n'est pas consistant. Mais justement, on le met justement pour dire il est là, mais cette manière de le mettre comme ça à la télévision, n'est-ce pas justement une manière de dire qu'il est malade, qu'il ne peut pas selon la Constitution? Oui, ça peut être aussi. C'est possible, il prépare l'opinion. Est-ce que c'est pas une manière de le présenter comme quelqu'un qui ne peut pas justement se présenter? C'est une lecture à ne pas exclure. Effectivement, on peut penser que avec sa ceinture, avec ses mains qui tremblent, il a dû. À un moment, ils ont. En fait, j'ai du mal à y croire parce que actuellement, j'ai du mal à y croire parce que c'est tellement machiavélique cette manière de le présenter. Mais non, parce que l'image est gérée par le frère du président. Il va pas lui-même présenter son frère comme étant le directeur général de l'UNTV. Tawfiq Khelladi est un intime des Bouteflika et c'est un ami de Saïd. Donc c'est géré directement par ça. Justement pour vous, alors moi c'est une question, la plupart, le commun des Algériens se pose la question quand ils voient ces images, est-ce que c'est Abdelaziz Bouteflika qui décide d'aller comme ça? Ou est-ce que ses frères, pour vous, vous avez des informations? Est-ce que Hissène, d'après toi, c'est lui qui décide? C'est une mécanique protocolaire normale. Tout à fait. Obligatoire. Donc on arrive à un moment où il y a préparation d'un processus qui fait que le président va se rendre à tel endroit. Et c'est une mécanique normale. Elle est protocolaire. Elle n'implique ni sa famille, ni ses frères, ni autre chose. C'est la présidence, en tant que structure administrative, qui prépare tout ça. Si Bouteflika n'est pas parti, le président n'est pas parti à l'Alia, tout le monde aurait compris que le 5e mandat est définitivement annulé. Il est hors de question. Je me rappelle une anecdote quand même. En 93, c'était Ali Kafi qui était président du HCE. Il y a eu l'Aïd. Et Ali Kafi ne faisait pas la prière. Il n'est pas allé à la prière. Et il n'y a pas eu de cérémonie de prière. Et du coup, dans toute l'Algérie, ça a fait jaser, ça a fait une sorte de tremblement de terre. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et ils ont dû le lendemain pousser Bled Abdeslam à faire une tournée à Alger pour montrer que l'État n'a pas disparu. Pour te dire que le côté protocolaire des cérémonies est important. C'est-à-dire quand on le fait pas, ça fait tilt et ça. Moi, je pense que l'intrigue, c'est quand même l'oh qui clash. C'est pas normal. C'est la libération des généraux. La libération des généraux. Mais alors, en parlant de généraux, juste pour en terminer avec cette image de Abdelaziz Bouteflika qui serre les mains, à un moment on le voit, il passe, il serre la main de tous les membres du gouvernement. Ils sont tous très vieux. On le note d'ailleurs à cette occasion. La relève n'est pas jeune. Oui, non, ils sont pas très jeunes. Et on voit le moment où il arrive devant. Il s'attarde avec Gaïd Salah. Gaïd Salah, ils s'attardent longuement tous les deux. Et premier constat. Transmission de témoins. Non, alors, premier quand Hissène, Gaïd Salah, tu ne me feras pas changer dévoyer de ma question. Je voulais en revenir à ton article publié cette semaine sur Gaïd Salah. Tu as publié un article qui s'appelle que tu as titré Comment Gaïd Salah est devenu l'homme qui tient le sort présidentiel entre ses mains. Et tu fais une hypothèse selon laquelle le chef d'état-major de l'armée pourrait prendre la décision de peser sur le Conseil constitutionnel pour qu'il refuse la candidature. Qu'il invalide. J'aime bien le terme peser. Au près au figuré. Moi, je peux le dire. Qui est bien placé. Moi, je peux le dire. Ça. C'est du lourd. Non, l'idée, c'est j'avais fait un article. Est-ce que ton hypothèse est viable, Yassine ? Oui. J'avais fait un article 3 semaines avant en disant qu'il y avait une main invisible qui perturbait le scénario tranquille du 5e mandat. Une main invisible qui s'appelle Saïd Bouhadja qui résiste à l'Assemblée nationale, qui s'appelle l'affaire de la cocaïne qui dérive dans des arrestations. Plein de détails de ce type-là qui montrent que tout ne se passe pas sur un long fleuve tranquille. Cette main invisible, quand on gratte un petit peu, tout ça n'aurait pas pu se faire sans Ahmed Gaïd Salah. Voilà. Tout ça n'aurait pu pas se faire sans Ahmed Gaïd Salah. Et donc, Ahmed Gaïd Salah est beaucoup plus puissant qu'il y a 3 ans. C'est le Général Benil qui est dans ce studio
ancien secrétaire général du ministère de la Défense, ancien commandant en chef de la marine de guerre, qui, à la fin d'un entretien avec nous, disait j'espère que Ahmed Gaïd Salah aura la sagesse de laisser le peuple algérien choisir. Et on avait titré sur cela. Et quand on regarde un petit peu, il est aujourd'hui vraiment en position de décider. C'est lui le plus puissant. Après le président de la République, c'est lui le plus puissant. Alors, officiellement, et jusqu'à nouvel ordre, pour qu'on ne se méprenne pas, il travaille sur l'agenda de faire réélire Bouteflika. C'est à cela que il lui a fait place nette. Il a dévitalisé l'armée pour faire en sorte que Bouteflika roule sur une autoroute pavée pour lui, pour continuer. Mais quand on a fait ça, on est aussi en position de décider autre chose. Il est aujourd'hui en puissance de changer de décision. Ouais. Voilà, de changer les cours des... Il peut décider de ne pas le faire au dernier moment parce qu'aujourd'hui, il est suffisamment puissant pour le faire. Qu'est-ce qui pourrait le pousser à, entre guillemets, changer de logiciel? C'est l'état de santé de Bouteflika. S'il se dégrade encore plus, Ahmed Gaïd Salah, beaucoup de gens disent qu'il est capable de changer la feuille de route. Lui pourrait le faire. Voilà. Akram, qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse? Bon, déjà, j'ai trouvé que son papier était un peu du wishful thinking, quelque part. Comme d'habitude, c'est ma façon de... On en avait un peu discuté en interne. Je pense que oui, en interne, mais vraiment interne. La question de cette main invisible, c'est un symptôme. On a l'impression que c'est une main invisible qui brouille les pistes. En fait, c'est pas une main invisible. Parce que Gaïd Salah, là je le dis, j'assume, Gaïd Salah, dans tout ce match, c'est le seul qui est dans la stratégie. Les autres sont dans le tactique. Ils sont dans la contre-attaque. Ils ont énormément de moyens. Ils ont la constitution de leur côté. Ils ont 60 jours pour faire élire un nouveau président. Ils ont la constitution qui dit que celui qui succède à un président qui disparaît ou qui démissionne, c'est le président du Sénat. Et donc, constitutionnellement, ils sont forts. Ils ont la loi avec eux. Gaïd Salah, sur le papier, n'a aucune présence politique en Algérie. Par contre, contrairement à ce que tu dis, ça ne fait pas 3 ans qu'il travaille sur ça. Ça fait des années qu'il travaille sur ça. Il faut pas oublier que Ahmed Gaïd Salah a travaillé sur son image. On se rappelle, entre 99 et 2013, Abdelaziz Bouteflika occupait 15 minutes de journal télévisé. Tous les jours, c'était obligatoire. Aujourd'hui, il ne partage pas le JT avec Ahmed Gaïd Salah. Ahmed Gaïd Salah a monopolisé le journal JT de la télévision publique. Oui. Et malgré tout, malgré toutes les résistances. Je termine. Deuxième chose, il faut pas oublier que Ahmed Gaïd Salah aurait constitué une force politique qui a infiltré l'APN. On parle du groupe de Annaba. Il a eu supposément des ministres qui étaient proches de lui. Il a eu des députés qui étaient proches de lui. Donc, on a vu qu'il a eu une volonté d'intégrer le jeu politique. Et tout ceci, quand on prend ça sur 5 ans, on appelle ça de la stratégie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a perdu. Bien sûr, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Qu'est-ce qui reste aux autres? Il reste la tactique. Il reste les coups de canif. Il reste les coups bas. Pour essayer de déstabiliser une stratégie qui est sur du long terme. Mais sur ce plan-là, lui a une vision beaucoup plus longue et beaucoup mieux établie que les autres. Et il a surtout beaucoup moins à perdre. Mais alors, moi, j'ai une question. L'hypothèse qu'émet Hissène, est-ce que c'est pas justement une hypothèse que moi j'envisage comme quelque chose de totalement cauchemardesque, puisque ça peut résoudre le problème de la crise qu'on a avec un Bouteflika qui n'en finit pas d'être notre président, mais en même temps, ça voudrait dire qu'on aurait le général Gaïd Salah à une sorte de Sisi. Non, c'est pas lui. Non, il n'a pas cette ambition. Non, ça serait à mon avis. Je pense pas. Est-ce que ça peut pas déboucher sur ça? C'est une question. Moi, je ne le crois pas. C'est une question. Moi, ma réponse, ma lecture, c'est que c'est totalement... Ça va se régler avant avril. En fait, il faut poser la question autrement. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où le pouvoir de l'armée
a été tellement fort depuis l'indépendance. Une situation pareille va encore la rétablir de manière encore plus forte. C'est-à-dire, même si Gaïd Salah ne sera pas le candidat présidentiel, mais il fera le président, et on va se retrouver encore une fois sous un quadrillage militaire qu'on le dit pas. Qui fait les présidents depuis 70 ans. C'est l'armée qui fait les présidents en Algérie depuis 62 ans. En principe, on évolue. De fil en aiguille et de général en général, on en vient aux généraux qui ont été libérés. C'était une annonce surprise. Est-ce que pour ces généraux. Alors, Hassan Mouali, comment tu expliques ça? Est-ce que tu as une... Je n'ai pas d'infos, sincèrement, mais ça m'a étonné comme tout le monde. Ils ont été coffrés pendant 3 semaines et comme ça. Alors, est-ce qu'ils ont été vraiment coffrés? Ah ben voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit. Moi, j'ai pas d'infos, mais j'ai une lecture. Ils peuvent être mis aux arrêts. Ils ont été mis aux arrêts en tout cas. C'est ça les militaires. C'était en prison. Derrière les barreaux. Ok, mais je pose la question. Ça n'a pas été démenti, ça a été annoncé. Est-ce que je voulais aussi poser la question? C'est le président de la République qui a. Je ne sais pas. On ne sait pas ça. En précision. Alors, oui. Alors encore une fois, il faut rappeler qu'on est dans un système où la dissimulation est devenue la marque de fabrique. Vous avez des informations qui concernent des gens importants, qui ont pesé sur notre destinée d'une manière ou d'une autre, et on n'a pas d'informations officielles. Ni le MDL, là, on ne sait pas s'ils ont été libérés par la procédure judiciaire, c'est-à-dire leur avocat qui aurait fait officiellement. Tu as un communiqué officiel, on n'a pas. Je me permets de te le dire. Il n'y a pas de communiqué officiel. On a des informations contradictoires, certaines qui disent c'est sur intervention du président, et d'autres disent que les avocats. Donc on n'a pas d'informations. On baigne dans ce stratégie où rien n'est sûr, rien n'est certain. Ce que l'on sait, par contre, c'est une combinaison des deux en fait. C'est que dans les procédures de justice militaire, il n'y avait pas de donc quand on a déposé quelqu'un d'appel, en mandat de dépôt, on ne peut pas saisir la chambre d'accusation pour lever le mandat de dépôt et obtenir une liberté provisoire. Et c'est dans les procédures criminelles. C'était pas possible. Ça veut dire qu'il faut attendre la fin de l'instruction et que la chambre d'accusation statue sur renvoi devant la cour ou autre chose. Non-lieu. Et on a introduit en juillet dernier un amendement, donc dans le code de procédure pénale militaire, qui permet cela, comme chez les civils. Et c'est au titre de cet amendement que les avocats ont pu déposer une demande de liberté provisoire. Donc ils ont attaqué en appel la chambre d'accusation dans son ordonnance de renvoi de mise en mandat de dépôt. Donc sur le plan de la procédure, c'est possible, mais tout le monde sait que sans une intervention d'en haut, ça ne serait pas fait. L'intervention d'en haut, on a de fortes raisons de penser que cette fois-ci, c'est la présidence de la République, puisqu'on est à peu près, aujourd'hui, presque certain que la mise en mandat de dépôt, c'était la décision du vice-ministre de la Défense, le général Ahmed Gaïd Salah. Et là, on revient à ma théorie qui dit que face à la stratégie de Gaïd Salah, on a des coups de canif. C'est un coup de canif. On essaye de le discréditer et on essaie aussi de lui faire payer le fait qu'il ait écarté autant de monde d'un coup. Avec l'histoire de la cocaïne, on a Hamel, on a Chentouf, on a... Menad Non, Menad n'était pas... Boudoir. On avait surtout... Tebboune aussi, en apathie. Donc on a 3 ou 4 personnalités qui étaient candidates à quelque chose, qui ont été totalement écartées à cause d'une seule affaire. Tu penses que donc c'est un retour de flamme? C'est un coup de canif, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le démettre avec un simple décret comme certains ont été démis avant lui. Il faudra de plus grandes explications, je pense, pour le démettre. Et alors on se venge en faisant ça. C'est ce que je pense. Ce que je disais à Hassan, c'est que avant le système algérien, il se constituait entre 3 pôles. Même 3 pôles au-dessus, il y a la présidence, il y avait le cabinet du président, c'était l'Arbi Belkhir, etc. Et on avait les services et l'état-major. Le président Chadli fonctionnait de manière basique. C'est-à-dire quand il y a de grandes décisions à prendre, il demandait l'avis de ces 3 pôles. Il recevait, quand il y en a 2
qui sont pour ça et un contre, il choisit le 2. Et ce sont ces 3 pôles, quand il y a eu la crise du fils, ces 3 pôles se sont entendus pour démettre Chadli, pour le pousser à la sortie. Aujourd'hui, il n'y a plus ces 3 pôles, il y a 2 pôles. Il y a la présidence et il y a l'état-major. Ce n'est que ça. Et personne, actuellement, à mon avis, ne peut démettre l'autre. C'est pour ça que on risque de rester dans cette situation assez floue, où ce n'est que l'avènement d'un événement de type de santé du président qui pourrait changer la chose. Si on en revient à l'image de la Alia, personne ne veut démettre l'autre. Et en fait, les deux ont besoin l'un de l'autre jusqu'à nouvel ordre. Puisque la poignée de main attardée entre les deux, c'est un peu nous sommes dans la même galère. Voilà. On se soutient. Il y a pas un 3e pôle qui ferait broncer la balance. Aujourd'hui, en fait, le système avait une sorte de petite dynamique qui pouvait faire avancer les choses. Là, ils sont 2. Plus personne ne peut faire bouger. C'est la paralysie totale. Là. Non, mais je pense que un pôle est favorisé par rapport à l'autre, c'est celui de l'armée, parce que tu as la santé du président qui est défaillante, donc la présidence qui est défaillante, potentiellement, et donc ça explique aussi que certains soient tentés par un coup d'État institutionnel, politique, qui viendrait... quand je dis coup d'État, c'est pas de déposer le président, hein. Je dis de se positionner comme candidat valable en dehors du pôle de l'armée et en dehors du pôle du clan présidentiel actuel. Quand je dis ça, je pense à Ouiahia. Non, c'est inimaginable. C'est un enfant du système, Hamdi Yahya. Tu imagines vraiment Hamdi Yahya se rebeller, se porter candidat tout seul. Non, déjà, il n'a même pas de division derrière lui, Hamdi Yahya. Il n'a pas de division. C'est pas quelqu'un de populaire, quand même. Il n'a pas de division, mais il a un pays divisé. Ça va être un suicide politique. En attendant, moi, je suis quand même pour corriger la sémantique. Le coup d'État, ce serait quand même médical. de porter Bouteflika candidat. Parce que c'est quand même ça, le coup d'État. Oui. C'est le conseil de accepte sa candidature. C'est notre candidat. Quand on reste dans les formes, bon, le coup d'État serait que l'armée intervienne. En fait, c'est ça la bizarrerie algérienne. Il faudrait, pour faire appliquer la loi, qu'il y ait un coup de force. On est mal barré. Hein. On parle de Medelsi au procès CPP. Voilà. Personne ne parle de Medelsi. Morad Medelsi, le président du Conseil constitutionnel, oui. Voilà, restez avec nous. C'est la fin de la première partie. En deuxième partie, nous allons parler de la proposition faite par le roi du Maroc, l'offre faite par le roi du Maroc à l'Algérie, Mohamed VI. Hier, mardi 6 novembre, dans un discours à la nation voisine du Maroc, le roi Mohamed VI a appelé l'Algérie à discuter et proposer un mécanisme, ouvrez les guillemets, un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation. Alors, j'ouvre encore les guillemets, le niveau de représentation au sein de cette structure, son format, sa nature, sont à convenir d'un commun accord. C'est ce qu'a précisé le monarque. Et le Maroc est ouvert à d'éventuelles propositions et initiatives émanant de l'Algérie. Aussi, un haut responsable marocain qui n'a pas été nommé a indiqué à l'AFP que ce mécanisme permettrait de discuter, j'ouvre encore les guillemets, sans tabou, de toutes les questions bilatérales en suspens, de mettre tous les griefs sur la table, la drogue, la contrebande, la question du Sahara occidental, les faits historiques non clarifiés, les conventions non respectées.
Alors, le mécanisme permettrait aussi d'identifier les projets de coopération bilatérale dans des domaines clés comme la sécurité et de coordonner les actions sur les questions plus globales comme la migration et le terrorisme. Alors, ce n'est pas la première fois que le roi du Maroc fait mine d'esquisser un désir, une volonté d'ouvrir le dialogue avec l'Algérie pour ensuite ressortir la hache de guerre et le discours belliqueux. Qu'est-ce qui peut nous permettre de croire que, en sa bonne foi, cette fois-ci, Akram, je commence par toi. Tu as l'air sceptique. Non, bon, déjà, il faut rappeler l'occasion du discours. Hein. Oui, c'est la marche verte. Absolument, oui. Déjà. Oui. C'est ça cadre. Hein. Ça cadre et ça donne déjà le ton. Oui. Donc c'est contradictoire, tu trouves? Non, pas spécialement. Enfin, c'est une bonne chose qu'il ait fait cet appel. Tout appel à négociation ou à recherche de solutions est toujours bon à prendre. C'est très dur de juger ou de préjuger des intentions du roi du Maroc, de rejeter tout de suite ce qui a été proposé. Je pense que du côté algérien, on devrait aller jusqu'au bout de ça et tester la chose au maximum. Je rappelle juste une chose, c'est que autant le Maroc a besoin de l'Algérie et l'Algérie a besoin du Maroc en tant que peuple et en tant que pays, autant les deux régimes ont besoin de cette inimité. Oui. Donc, en termes de marzen de régime, je trouve très étrange qu'il y ait cette recherche d'apaisement avec l'Algérie. C'est tout. Mais il faut exploiter ça au maximum. Donc, tu penses que l'Algérie devrait réagir en disant oui, bien sûr, ouvrant. Je vais en revenir avec toi, Saïd Jafar, parce que tu as écrit justement un article, un texte de blog. Mais d'abord, ta réaction, Hassan Mouali, est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose de sérieux ou est-ce que tu penses que c'est encore quelque chose de fumeux? Moi, j'ai un avis un peu contrasté quand même. C'est vrai que dans l'absolu, on est tous d'accord. On souhaite que le Maroc et l'Algérie fassent cause commune, qu'ils réouvrent les frontières. Nous sommes deux peuples frères. On va pas refaire l'histoire. Mais je pense quand même qu'il y a une arrière-pensée. Mohamed VI, on le connaît, il tient régulièrement un discours belliqueux vis-à-vis de l'Algérie. Je vous rappelle qu'il y a moins d'un mois déjà, il a, au niveau du Conseil de sécurité, son représentant là-bas, Omar Hilal, ambassadeur du Maroc au Conseil de sécurité, il a demandé à ce que l'Algérie soit décrétée partie prenante du conflit avec le Sahara occidental, donc avec le Maroc, Sahara occidental. Donc, je pense que c'est une tentative, une parade intelligente quand même de bilatéraliser le conflit sahraoui entre l'Algérie et le Maroc. Il a essayé par tous les moyens au niveau des Nations Unies. Il a échoué. Là, il essaie par un appel solennel pour une réconciliation historique entre. Ça, c'est beau, c'est très beau. Mais entre les lignes, à un moment donné, il dit toutes les questions sans exception. Donc, y compris celle du Sahara occidental, c'est ce qu'ils vont demander aux Marocains. Ils vont demander à l'Algérie d'être une partie prenante. Donc, je pense qu'il y a. Et puis, je perçois un petit peu la main de la France quand on parle terrorisme, immigration et tout ça. Certainement, la France et les pays sud de la Méditerranée voudraient que l'Algérie et le Maroc fassent bloc pour contenir les vagues d'immigration vers l'Europe. On va jouer un peu le gendarme de l'Europe au sud. Donc, j'ai comme l'impression, malheureusement, parce que il faut bien qu'on se le dise, le salut du Maghreb, c'est le Maghreb uni, c'est pas le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. On doit absolument aller vers cette union, ne serait-ce qu'économique dans un premier temps, mais malheureusement, j'ai du mal à croire que Mohamed VI soit vraiment, véritablement animé d'une bonne volonté d'aplanir les obstacles, j'allais dire, chimériques qui existent entre l'Algérie et le Maroc, parce que les deux peuples n'ont pas de problème. Ce sont les deux régimes, finalement, qui entretiennent, comme le dit si bien Akram, ils entretiennent ça les sert tous les deux. Peut-être que ce conflit les sert, ils ont des problèmes politiques en interne, donc c'est toujours bien de chercher la victime ailleurs. Les Algériens, en Algérie, la presse, toute l'opinion publique est mobilisée contre le Maroc assez souvent.
à notre corps défendant. Nous, la presse, on sert parfois de relais de transmission d'une espèce de discours haineux vis-à-vis du Maroc et vice-versa. Au Maroc aussi, le Marzen fait des ravages. Donc, je dois dire que nous, Radio M, on est souvent non, accusés je parle pas de Radio d'être, M globalement. Je parle globalement. Quand on lit, je suis désolé de le dire, entre guillemets, des insanités sur le Maroc. Non, le problème n'est pas là. Le Maroc, c'est un pays frère. Les Marocains, ce sont nos frères. Après, il y a des problèmes objectifs, on doit les traiter. Oui. Donc, je pense que malheureusement, encore une fois, c'est une manœuvre du Marzen. Ils veulent la réouverture des frontières. Ils veulent que l'Algérie soit partie prenante. On va discuter, pas avec le Polisario, mais avec l'Algérie, parce que c'est l'Algérie qui gouverne le Polisario, entre guillemets, aux yeux du Maroc. Si tu veux, rien ne force l'Algérie à accepter rien ne la force à accepter de discuter du Sahara et rester dans la tradition de dire c'est traité au niveau de l'ONU. Mais tout le reste, c'est quand même tout le reste. Il y a des choses à discuter. C'est bien quand même la réouverture des frontières. Et bien sûr, moi je vois pas de relation personnellement. Je suis pour la réouverture immédiate des frontières parce que je ne vois aucune relation de la fermeture des frontières avec le problème du Sahara occidental. Absolument. Le fait qu'elle soit fermée n'a pas d'incidence sur la solution ou non du conflit du Sahara occidental. C'est la position algérienne d'ailleurs. Même l'Algérie, c'est ce qu'elle dit. Il faut découpler la réouverture des frontières de la question sahraoui. Donc c'est un peu le... Non, alors pour parler de ça, écoute, pour faire un peu d'histoire, très rapidement, pendant les 15 premières années, ce sont les Marocains qui étaient contre le découplage de la question du Sahara avec le reste des débats. Les Marocains disaient, le Sahara, c'est une question nationale, on peut pas... Et donc, les Algériens... Juste préciser les 15 premières années depuis 94. Ah, depuis 94. Depuis la refermeture. Voilà, depuis 94. Depuis la fermeture de la frontière. Donc, ça a duré à un moment. Donc, et les Algériens étaient pour l'idée que il faut séparer les deux questions. Et donc, à un certain moment, les Marocains sont revenus et ils ont dit, bon, d'accord, séparons la question du Sahara et occupons-nous des relations bilatérales, des frontières, etc. Et c'est l'Algérie qui dit, non, maintenant on doit mettre tout à plat. Et donc ils sont toujours d'accord sur une méthode, mais jamais en même temps. Jamais en même temps. Et en réalité, il faut arrêter. C'est bien, moi je dis, peu importe les arrière-pensées. La frontière s'appelle Zujbral. Voilà, c'est mais peu importe les arrière-pensées de Mohamed VI. Si c'est un homme politique qui n'a pas d'arrière-pensée, ce serait absurde. Il faudrait que les Algériens aussi fassent de la politique. S'il y a une offre, rien ne leur interdit d'aller, d'accord, on discute. Vous voulez qu'on discute? On discute, discutons et mettons à plat ces questions. Parce que, en réalité, il faut le dire, depuis 94, on parle plus. On se parle plus. Il n'y a plus aucune initiative. Il n'y a plus aucune initiative. Il n'y a rien du tout. C'est l'anniversaire de la conférence de Tanger, 1958. On est dans les 60e anniversaire. En avril, ça va être le 60e anniversaire. On se parle plus. C'est quand même... Yassine, toi, tu penses que l'Algérie devrait réagir de quelle manière à cette offre? Est-ce que tu penses que c'est une offre sérieuse? Moi, je pense je suis d'accord avec Saïd, on ne doit pas se poser la question d'arrière-pensée si elle est sérieuse ou pas. Il faut y répondre. Il faut y aller. Il faut juste rappeler que la dernière fois qu'il y a eu un rapprochement, un dialogue direct et le début de la construction du MA, c'était en 1988, dans la continuité d'octobre 88. Il y avait toujours la guerre entre le Polisario et l'armée marocaine. Il y avait des centaines de détenus marocains dans les camps du Polisario près de Tindouf. Et la situation était au pire entre les deux pays. Et on a engagé un processus. Le roi Hassan II est venu à Alger, est venu à Zeralda pour signer cet accord. Et il y a eu le processus et la signature de l'accord à Marrakech. Alors que sur le terrain, moi j'ai été en février 96 à Tifariti dans les territoires libérés, la partie du Sahara occidental qui est entre les mains du Polisario, qui n'est pas sous souveraineté marocaine. Et il y avait des détenus encore dans les camps sahraouis, des détenus marocains. Il y en a plus. Voilà, il y en a plus autant. Tant mieux. Sur le plan humanitaire, c'était resté trop longtemps. Donc, pour dire que dans les pires moments, on a réussi à mettre en route un processus. Dans les pires moments.
Aujourd'hui, il y a moins d'obstacles. La question qui se pose, c'est quel est l'intérêt pour les deux régimes d'engager un processus aujourd'hui? En 88-89, l'Algérie était en difficulté. C'était le processus d'ouverture. L'Algérie était en difficulté. Il y avait besoin d'un appel d'air et ça a fonctionné comme un appel d'air. L'ouverture du Maroc, c'était quelque chose d'important pour les Algériens. Ça a apporté de l'espoir. J'imagine que pour les Marocains, tout autant. Aujourd'hui, 4 ans de contre-choc pétrolier, des incertitudes sur l'avenir politique de l'Algérie. Du côté algérien, on peut comprendre l'intérêt de faire un geste. On peut le comprendre. Ça pourrait faire une super division, une super diversion, entre guillemets, mais constructive. Diversion, constructive. Du côté marocain, est-ce que le royaume est suffisamment précaire aujourd'hui? On peut supposer aussi qu'il est malade, le roi est malade. Il y a la situation du nord, du Rif, ce qui s'est passé, etc. Donc, peut-être qu'on est en train de revenir à un nouvel alignement des planètes qui pourrait faire en sorte que quelque chose se passe. Il y a juste une différence fondamentale par rapport à 88. Personne ne répond au téléphone du côté d'Alger. Oui, alors justement, Saïd Jafar, toi, tu as écrit un texte de blog aujourd'hui, initiative de Mohamed VI, et si l'Algérie disait, chiche. Et alors, si on disait oui, d'accord, mais est-ce que l'Algérie est en état de dire chiche? Normalement, il y a un reste d'État, c'est-à-dire même si enfin, oui, on peut se poser, même si le président n'est pas fonctionnel, là, oui. mais rien n'interdit de déléguer, parce que là, la discussion, elle n'est pas nécessairement, elle doit se mener au niveau des chefs d'État. Si c'est un Msahel que tu dégages, non. C'est très mal embarqué. À mon avis, c'est secondaire, Msahel. C'est l'impulsion politique qu'on donne. C'est ça le sujet, hein. Ce n'est pas. Non, mais parce qu'il y a aussi des thèses. Enfin, il y a des gens qui pensent que. Il suffit qu'Abdelaziz Bouteflika hoche la tête, fasse juste ça, pour que le mécanisme se mette. Attendez, on peut noter. On peut noter que Abdelaziz Bouteflika a envoyé Belloumi pour soutenir la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde. Symboliquement, c'est très important. Ça a été très apprécié au Maroc. Et on peut penser que du côté de Bouteflika, s'il devait laisser quelque chose avant de partir politiquement, ce serait un nouveau processus de rapprochement avec le Maroc. Voilà. Avec la réouverture au milieu, bien sûr, ça va. Vous ici présents, ça n'a été présenté, cette offre n'a été présentée à ce moment précis par Mohamed VI, sachant que la situation en Algérie est telle qu'elle est en ce moment. On en parle dans la première partie. Moi, j'aimerais bien qu'on contextualise l'annonce. L'annonce, on va faire le parallèle avec le 5e mandat, avec le débat sur le 5e mandat. Est-ce que Mohamed VI, est-ce que le Maroc n'a pas profité l'occasion de ce micmac politique, on va dire, en Algérie pour glisser cette annonce, négocier éventuellement avec un prochain président? C'est possible, mais il faut comprendre que Mohamed VI a deux occasions chaque année de parler à sa population. La fête du trône et la marche verte. Donc ça a coïncidé avec ça. En fait, à mon avis, c'est peu important l'arrière-pensée. Il s'adresse à l'État algérien. Il s'adresse à l'État voisin, et qui va pas disparaître, on va rester voisin éternellement. Et donc, non, attends. Oui. Le Maroc a besoin, il faut le dire, le Maroc a besoin, ça fait très longtemps qu'ils le disent, nous avons besoin de l'ouverture des frontières, nous avons besoin de tisser des relations économiques avec l'Algérie, parce que ça leur permet effectivement de souffler, etc. Bien sûr. Ils en ont besoin, ils le cachent pas, c'est-à-dire, ce n'est pas un complot. Et ils l'affichent, ils le disent, ils l'ont dit, la fermeture des frontières pèse sur eux. Le jour même où l'Algérie a décidé de serrer de manière lourde sur les carburants, ça a pesé sur le Maroc. Ils ont l'est du Maroc est dépendant de l'Algérie. C'est un lien. Et donc, il y a pas à chercher quelque chose de très compliqué. En réalité, c'est que peut-être du côté marocain, on a compris qu'on a perdu beaucoup de temps. En Algérie, il y a le pétrole, mais on devrait aussi finir par se rendre compte que c'est du temps qu'on perd et qu'il faut quand même remettre la mécanique en marche et se mettre à parler. Mais les Algériens, la question qu'ils se posent, qu'est-ce qu'on va gagner en réouvrant les frontières? Non. Il y a un coût du non-Maghreb. Du non-Maghreb, des deux côtés. Et c'est un coût qui est des deux côtés de la Méditerranée. Même l'Europe souffre chaque année de cette non-existence
du Maghreb. Bien sûr. Voilà. Non, même dans notre rapport avec l'Europe, nous perdons parce que nous ne sommes pas Maghreb. Les Européens nous gèrent comme ils veulent parce que nous n'existons pas. Voilà. Même s'ils font de discours, ils aimeraient avoir un marché maghrébin, etc. Mais sur le fond, la situation les arrange. Et on a tout à gagner à avoir un espace maghrébin qui négocierait un peu plus, de manière meilleure, sa position vis-à-vis de l'Europe. Et rappelons, Hassan Mouali, que Radio M, nous aimons être la petite radio du Grand Maghreb. C'est quelque chose que nous aimons. C'est important. Non, par contre, je termine. Vas-y. Désolé. Vas-y. Il y a aussi, si on veut prendre une voie dissonante et en prendre une théorie un peu alarmiste, comme tu souhaitais entendre autre chose que ce qu'on a dit tous qui se ressemble, c'est que l'armée marocaine... Je sens que je vais intervenir après toi. Non, je pense pas. L'armée marocaine est en train de s'armer ces dernières années, comme l'armée algérienne d'ailleurs. Oui. Il y a beaucoup de tensions à ce niveau. On a Donald Trump qui est plutôt enclin à trancher en faveur du Maroc de manière définitive. Ah, c'est clair, absolument. On a eu des déclarations de Trump quant à la construction d'un mur de séparation, etc. On a plusieurs centaines de millions de dollars de contrats d'armement. Et nous sommes soumis à des sanctions de la part... J'y viens. On a d'un côté plusieurs centaines de millions de dollars qui sont sur le bureau de la DCSA pour signature pour livrer des armes au Maroc. On a plusieurs centaines de millions d'armes d'aide en armement au profit du Maroc, et on a des sanctions contre l'Algérie parce qu'elle s'arme. Donc on peut, parce qu'on peut aussi faire une lecture qui dirait que cette intervention du roi du Maroc, qui est fatalement, qui n'aura pas d'issue, peut être perçue comme un dernier avertissement avant un appui un peu plus musclé des États-Unis au profit du Maroc. Ça, c'est possible de le penser aussi. Ouais. Bon, en attendant, j'espère que... Tu peux dire un mot sur nos collègues ? Oui, on va y arriver. Je voulais laisser comme Akram finir cette théorie qui est quand même assez effrayante. En attendant, en espérant que Donald Trump aura beaucoup de mal à y arriver maintenant que le Congrès est passé de l'autre côté. Avant de terminer le café presse politique, je voudrais cher contre Donald Trump, dit Saïd Jafar. Avant de terminer ce café presse politique, je voudrais faire une petite annonce à propos des journalistes qui n'ont pas été libérés. Les généraux ont été libérés, mais les journalistes sont toujours en prison. Abdou Semmar et Marwan Boudiab passent en audition demain au tribunal de Saïd Hamdine. Et nous faisons un rassemblement de solidarité à 9h. Venez nombreux, s'il vous plaît. Exprimez votre solidarité avec ces journalistes incarcérés injustement. Merci beaucoup. Ça se passe demain à 9h devant le tribunal de Saïd Hamdine. Voilà. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.